Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans ce top flop des films de 2019 vus en 2019. Donc rassurez-vous, si votre film n'est pas dans notre top, c'est tout simplement parce qu'il arrive tout de suite dans notre flop. Parce que vous avez des gros goûts de merde. Ou alors, on l'a pas vu. Tout simplement. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais revenir sur 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que je vous avais dit que je referais des vidéos un petit peu plus concrètes, un petit peu plus poussées. Clairement, là, c'est pas le cas. La chose étant que pour les vidéos en question, j'ai besoin d'aide, en fait. Tout simplement, j'ai besoin d'autres acteurs pour que ce soit pas que ma gueule. J'ai besoin d'aide de personnes pour filmer. J'ai besoin des fois que des gens dessinent des trucs. Et du coup, je dois m'adapter à plusieurs agendas différents, ce qui complique la chose, sachant que je peux pas forcément payer tout le monde. Donc bref, c'est compliqué. Ça viendra, mais ça va prendre du temps. La deuxième chose, c'est que, comme je l'avais fait il y a 2 ans, ça va être une liste plus qu'un top, dans le sens où je vais vous donner les films par ordre de sortie au cinéma. Tout simplement parce qu'en fait, quand on va voir un film d'horreur, bah, on s'attend pas à rigoler, donc je vois pas pourquoi on le comparait à une comédie. Ou pareil, quand on va voir un film, un gros blockbuster avec plein d'effets spéciaux, bah forcément on en prend plus plein la gueule visuellement que si on va voir la comédie qui a été tournée avec 35 000 € ou ce genre de choses. Enfin, 35 000 €, c'est... Non, personne ne fait une comédie de plusieurs heures avec seulement 35 000 €, mais bref, vous comprenez l'idée. Et donc voilà, c'est pour ça que ce sera une liste. Et dernière chose, c'est que, comme j'imagine vous avez déjà vu certains des films que je vais aborder, plutôt que vous emmerder à vous faire des résumés à chaque fois, ou vous dire de quoi ça parle, vous faire des synopsis, etc., dès qu'il y aura l'annonce du film, il y aura également écrit le synopsis, comme ça, si vous ne savez pas de quoi ça parle, mettez sur pause, lisez le synopsis. Et comme ça, on va tous y gagner du temps et ce sera pas trop mal. Les synopsis seront pris sur le site Sens Critique. Je vous donne le nom parce que comme je leur vole des informations, ça me semble logique. Et puis, mon absence de montre indique qu'on se fait relativement chier parce que ton introduction est trop longue. Donc c'est parti pour les tops. En début d'année, Robert Zemeckis revient avec un nouveau film qui m'a beaucoup plu en fait. Alors il est vrai que l'histoire ne casse pas 4 pattes à un canard et que les références aux anciens films de Zemeckis sont peut-être un petit peu trop nombreuses dans le film, mais à côté de ça, je trouve que esthétiquement c'est vraiment très beau, la réalisation est vraiment au top, notamment je trouve pour les scènes en animation, et puis surtout je trouve qu'au niveau du jeu d'acteurs, des dialogues et tout ça, c'est beau, en fait c'est très touchant. Et puis à côté de ça, je trouve aussi que Zemeckis a réussi à éviter pas mal de clichés qui, au début du film, semblent évidents au spectateur. On se dit vraiment, tiens, il y a tel élément et tel élément, tu les mets ensemble, à coup sûr ça se finit comme ça à la fin du film. Et non. Enfin bref, t'es le seul de tes contacts à avoir aimé. Ouais, mais... ça arrive. Autre très grosse surprise de ce début d'année 2019, c'est le film Green Book, porté par le magnifique duo Viggo Mortensen, Mahershala Ali. Je pense que je n'arriverai jamais à dire son prénom, donc je m'excuse si je l'écorche. Enfin, duo pas vraiment, parce que selon les Oscars 2019, Mahershala Ali a un second rôle. Ce qui est assez ironique quand on y pense pour un film qui traite du racisme. Non mais tu comprends, c'était pour que les 2 acteurs soient pas en compétition. Ah bah ça va alors. Et puisqu'on parle de racisme... Oh, super transition. Merci. C'est justement le traitement du sujet du film qui m'a beaucoup plu. Parce que Viggo Mortensen joue une personne qui n'aime pas les noirs, mais tout simplement parce qu'on lui apprend en fait à ne pas les aimer, et lui-même ne sait pas réellement pourquoi il ne les aime pas. Si bien que quand on lui propose de travailler avec un artiste noir, eh bien... il est réticent, il n'a pas envie, mais il accepte parce qu'il a besoin d'argent, et il fait son taf directement. En fait, il traite son patron comme son patron. Alors oui, on voit que ça lui fait pas plaisir, on voit qu'il n'a pas envie de travailler avec cette personne-là, et qu'il la juge un petit peu, mais à aucun moment il va exprimer ça oralement. On va pas avoir ces moments un peu gênants dans les films où le personnage insulte son patron pendant 1 heure, et le spectateur est là en train de se demander « mais pourquoi tu continues d'engager ce connard ?» Non, là, le mec fait son taf, et petit à petit, la situation va évoluer. Enfin bref, c'est le sujet du film. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un autre point de vue qui est très rarement abordé dans ce genre de film, c'est le racisme des personnes noires envers les personnes blanches, mais également envers les personnes noires qui essayent de s'adapter à ce monde qui est gouverné par des personnes blanches. Donc le personnage de Mahershala Ali, qui est un petit peu détesté par tout le monde. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que du coup, le film traite d'un sujet très sensible, surtout aux États-Unis, mais sans pour autant enfoncer des portes ouvertes, et je salue la chose, tout simplement. Oui, c'est dégueulasse. Et autant j'aime pas les films ou les vidéos qui sont crades pour être crades, autant... Ouais, ça après c'est pas vraiment ce que dit ton historique. Ton historique.
Mec, je suis littéralement toi en peignoir. Peut-être. Bref, pour en revenir à la favorite, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tout le monde y est un peu dégueulasse parce que le film se passe au XVIIIe siècle et que les gens à l'époque étaient dégueulasses, ils prenaient pas un bain tous les jours, ils se lavaient pas forcément tout le temps les dents. Oui, tu croisais une nana, tu commençais à te masturber comme ça, alors visiblement dans le métro parisien, on est un petit peu toujours dans ce cas-là, mais tout ça pour dire que moi ça me dérange un petit peu en fait dans les films qui se passent à cette époque-là, ou alors avec des pirates ou d'autres époques un petit peu passées, où tous les acteurs vont avoir les dents blanches, toutes les femmes vont être des ladies, tous les hommes vont être genre des gentlemen qui font des baisers sur les mains, des trucs comme ça. Ça me saoule, en fait c'est pas le cas. Autant respecter l'histoire avec un grand H. Et là, le film arrive à raconter une histoire qui est pas forcément inintéressante déjà, mais surtout dans un univers qui est constamment malsain et réaliste. Les personnages ils sont sales, vulgaires, méchants, et en fait ça fait du bien. C'est fou quand même de voir que au final, le truc le plus original du film, c'est le fait qu'il respecte son époque historique. Alors, je vais passer assez rapidement sur celui-ci, tout simplement parce que je sais pas comment m'étendre plus que ça sur le sujet. Dit comme ça, on sent que t'as kiffé de ouf. En vrai, oui. Enfin, je veux dire, on met un scénario qui est tout à fait sympathique, surtout la dernière partie du film qui est vraiment magistrale et qui a un vrai message fort. Le tout sans incohérence, avec des acteurs qui sont très bons, une équipe son qui est au taquet, surtout le travail qui a été fait en post-production qui est merveilleux. Après, j'avoue que je connais pas assez en fait la technique du son pour pouvoir argumenter un petit peu plus là-dessus et vous expliquer en quoi c'est merveilleux. Mais en salle, moi qui m'y connais pas, j'ai réussi quand même à me dire ok, là au niveau du son c'est très fort, pas genre ah ça crie, non mais vraiment c'est merveilleux, il y a eu beaucoup de travail dessus, donc ouais c'est un très bon film. Après c'est vrai que j'ai pas ce petit truc qui fait que j'ai envie d'en parler pendant 10 minutes, mais ça reste un très bon film. Alors je sais, j'ai dit qu'on pouvait pas comparer les films de différents genres pour tout un tas de raisons, mais là, film de l'année. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est le seul film sur lequel je n'ai pas mis de synopsis, tout simplement parce que ce soit la bande-annonce ou le synopsis, ça spoil un petit peu l'histoire, et je pense que c'est un film qu'il faut vraiment découvrir de A à Z en lançant le film. Et c'est pour ça que j'aimerais vous le vendre comme on nous l'a vendu quand je suis allé à l'avant-première, c'est-à-dire, on nous a dit, le film que vous allez voir est très particulier, s'il vous plaît, ne quittez pas la salle, regardez-le jusqu'à la fin, et on en parle juste après. C'est pas ultra vendeur. Oui, ok, j'en conviens, d'accord. Donc il s'agit d'un film réalisé par Shinichiro Ueda, c'est son premier long métrage, avant ça il avait fait que des courts métrages, et visiblement il a quelque chose à raconter. Il s'agit d'un film indépendant japonais, voire même du film indépendant japonais, tout simplement parce que c'est le plus gros succès de tous les temps en ce qui concerne le cinéma indépendant japonais, et le film a quasiment rien coûté, il a coûté 25 000 $, à titre informatif, un court métrage en général c'est 80 000, donc... En fait, j'ai vraiment pas envie de vous en parler plus que ça, je vous invite vraiment à découvrir le film de toutes pièces sans rien vous spoiler, et si vraiment vous avez besoin de voir une bande-annonce pour vous donner envie, elle sera dans la description, comme toutes les autres bandes-annonces des films que je vais aborder, mais vraiment voyez-le, c'est le film de l'année pour moi. Alors, sans surprise, je vous parle de Parasite, le film est acclamé de partout et c'est mérité. L'histoire est très profonde, surtout la deuxième partie du film qui, sans le dire oralement, va faire comprendre aux spectateurs « Hey, tu rigoles bien depuis tout à l'heure ?» Et mon message, en fait, derrière tout ça, c'est ça. Et vraiment, c'est bluffant. Le tout est accompagné d'une réalisation aux petits oignons, un casting qui est parfait, des dialogues qui sont crédibles et humains. On sent que ça pourrait être dit de manière naturelle. Et enfin voilà, tout ça, c'est beau, il y a tout qui marche. J'avoue être un petit peu réticent face à certains éléments de la fin, mais vraiment je pinaille. Le film, je suis pas prêt de l'oublier. Ah, ça c'est clair que t'es pas prêt de l'oublier parce qu'ils veulent faire un remake américain. Écoute, je vais me faire taper dessus, mais en vrai, pourquoi pas? Autant il y a certains films où je comprends pas l'idée de faire un remake, autant là, le sujet est assez intéressant et concerne tous les pays du monde, mais pas de la manière dont il est traité là, parce que là, clairement, il parle de comment ça se passe dans ce pays-là. Je spoil pas grand chose en vous disant que ça va parler de la différence entre les riches et les pauvres. Et donc forcément ce sujet-là, on peut le traiter aux États-Unis aussi. La seule chose c'est qu'il va falloir le faire différemment, il va falloir forcément que le film soit réécrit et que ce soit entre de bonnes mains, mais l'idée d'un remake, je me dis pourquoi pas. Après, quand on voit la qualité des remakes américains de ces dernières années,
Je parle pas des séries, parce que encore les séries, il y a des choses qui peuvent sauver les meubles. Bah en film, ouais, j'avoue que ça fait un peu peur. Mais dans l'idée, je suis pas contre. Chloé Grace Moretz. Ouais, Non mais, Chloé Grace Moretz. Oui, non, mais... Chloé Grace Moretz. Ouais. Non mais cette actrice est nulle. Mais je sais qu'elle est nulle. Mais là, le film, il est bien. Mec, qui casse. Puis il y a Isabelle Huppert aussi. Ok, t'as quoi à dire? Bah, en vrai, en plus de ça, pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est pas une histoire oufissime, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, il y a pas des plans merveilleux, il y a pas... le jeu d'acteur est bon sans être exceptionnel, mais c'est une sorte de Barbe Bleue, qui est un conte que j'aime beaucoup revisiter, et dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. En plus, ça traite du sujet du harcèlement, et de à quel point c'est difficile en fait de prouver la chose, ou de porter plainte, ou ce genre de thématique qui est plutôt actuelle, et dans l'ensemble, le film marche. Oui, c'est pas le film que je vais aller recommander à tout le monde, mais si à un moment vous êtes dans une soirée, vous savez pas quoi faire, vous avez envie de lancer un film, vous n'avez pas forcément 2h30 devant vous, et ben je pense que le film marche plutôt bien, qu'il est tout à fait correct, et que vous allez passer un bon moment. Quentin Dupieux, déjà j'avoue que rien que ça, moi je pars un petit peu avec des étincelles dans les yeux. C'est un réalisateur que j'adore, que je suis activement depuis le film Rubber, et qui pour le moment ne m'a jamais déçu. Alors non, parce que dans mes souvenirs t'aimes pas le film Ron Cops. Alors c'est pas vraiment que j'aime pas Ron Cops, c'est juste que comme je le disais avec Le Chant du Loup, le milieu du son en général c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je suis pas bon là-dedans. Et surtout je suis pas assez calé sur le sujet, et comme là ça parlait de musique, bah en fait le film je l'ai pas compris. Mais bref, pour en revenir au film Le Dain, bah, je trouve que c'est absurde comme il faut, et surtout c'est pas trop long. Le film dure 1h17, ce qui est très rare de nos jours, et s'arrête vraiment au moment où en tant que spectateur on se dit ok c'est drôle mais la blague a peut-être un petit peu trop duré, et bam, le film s'arrête. Vraiment, si vous aimez l'absurde, je pense que c'est la seule condition pour apprécier le film. Vous aimez l'absurde, Le Dain va marcher pour vous. Et surtout, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, comme pas mal de films cette année, et du coup, Quentin Dupieux présentait un petit peu son film après le film, et nous expliquait qu'à plein de moments, en fait, il n'était que 3 sur le plateau. Il y avait lui à la caméra, Jean Dujardin qui faisait des conneries devant, et un ingé son qui prenait le son. Et en fait, ça suffit, le film arrive à nous montrer qu'on peut faire du bon cinéma, du cinéma tout à fait correct, avec une toute petite équipe, pas beaucoup de budget, pas beaucoup de décors, et ça marche. Film découvert complètement au hasard en accompagnant une amie au cinéma, amie que je salue chaleureusement, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, elle regarde pas. Je pense pas non plus. Mais bref, revenons sur le film en vous expliquant bien tout simplement pourquoi il m'a plu. Déjà les acteurs sont très bons, mais il y a surtout 2 détails sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est que le film n'est pas prétentieux. C'est-à-dire que déjà l'artiste va jouer son propre rôle dans le film, il a un droit de regard dessus, et pourtant à aucun moment le film n'est prétentieux. Le film est vraiment là pour nous raconter la vie de l'artiste, mais pas de sa carrière. C'est-à-dire que des fois on va passer en 30 secondes sur le fait qu'il ait reçu des prix mondialement connus, et à côté de ça, on va passer des fois 15 minutes sur une discussion qu'il va avoir avec des amis à lui qui sont restés vivre à Cuba, où il leur explique pourquoi il envie leur vie à Cuba, pourquoi il a envie de rentrer, pourquoi lui ça lui plaît pas d'être en tournée, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est la danse classique. Pourquoi la danse classique? Eh bien tout simplement parce que c'est un art que je ne comprends pas, et que je n'ai jamais compris. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller voir des spectacles de danse classique, j'ai eu l'impression de voir des gens courir d'un bout à l'autre de scène en sautant, en faisant des tours sur eux-mêmes, et je me disais oui c'est impressionnant mais je vois pas ce que ça me raconte, je ne comprends rien, et j'avais l'impression de regarder un film en japonais alors que je comprends pas le japonais, et qu'en plus de ça l'image est floue. Sauf que là en fait le film est construit de telle manière que ça devient compréhensible, c'est-à-dire qu'on va avoir des scènes dans le présent avec l'artiste qui joue du coup son propre rôle, qui est en train de monter un spectacle basé sur sa vie, un spectacle de danse classique donc. Et à côté de ça, entre chaque scène de danse, on va avoir un flashback sur sa vie. Si bien qu'au moment où on voit le passage dansant, comme on a eu ce flashback, on comprend ce qu'on voit, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris de la danse classique, et je tiens à féliciter le film là-dessus.
Beaucoup, je dis bien, beaucoup de personnes ont été déçues par ce film, et la vérité c'est que je comprends. Le film est plein de défauts, ne serait-ce que la scène de démarrage qui est complètement incohérente, qui fait limite placement de produit Xavier Dolan, on sait pas ce que ça fout là. Bah, c'est vrai que dans le reste des deux films, il fait que tuer des enfants, donc pourquoi là non? Ouais, mais apparemment, en fait, c'est pareil dans le livre. Ah bah les couilles, clairement. Parce qu'en plus de ça, la scène est complètement useless avec tout le reste de l'intrigue. Ah non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a également la fin qui... je suis encore un peu déçu, même si elle reste quand même bien meilleure que celle du téléfilm et celle du livre, hein, apparemment. Mais j'avoue que pour un film qui passe 2 heures à faire des blagues sur le fait que la fin du livre est pourrie, bah on s'attendait à ce qu'ils fassent quand même un petit peu mieux de leur côté. À côté de ça, je trouve que la réalisation est toujours impeccable, je trouve que l'ambiance est merveilleuse, je trouve que visuellement ça claque, je trouve que les acteurs sont très bons. Non mais, Bill Hader. Ouais, bah surtout Bill Hader en fait. Donc voilà, moi j'ai pas été déçu par ce film, j'ai trouvé que c'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment, mais je comprends vraiment pourquoi le film a pu décevoir et pourquoi beaucoup de gens considèrent que ce n'est pas un bon film. Des enfants et des zombies, j'avoue que déjà rien que ça, c'est tout de suite un petit peu drôle. Mais voilà, c'est un film indépendant australien qui se prend pas la tête avec des acteurs qui jouent plutôt bien. Et puis surtout, bah voilà, c'est pas gore pour rien, c'est pas trop violent, c'est pas trop prise de tête, c'est méchant sans être trop méchant. Voilà, c'est un film qui se regarde vraiment pour rigoler un petit peu, parce qu'on a envie de passer une bonne soirée, et j'avoue que le film m'a d'autant plus plu que je l'ai vu le lendemain de mon visionnage de The Dead Don't Die. Attends, mais il était pas en 2019 aussi ce film? Si, c'est sorti en 2019 aussi, et on va en parler d'ailleurs. En ce début d'année, on a eu le droit au très attendu Glass, la suite improbable de Incassable et Split, un film qui était très attendu parce qu'il marque le début d'une sorte de cinématique universe signé Night Shyamalan, connu pour avoir fait Le Sixième Sens, Incassable et tout un tas d'échecs. Attends, mais parce que tu l'attendais ce film? Non. T'as pas aimé Split? Du tout. Non, j'ai trouvé que Split c'était assez mauvais. Mais j'ai aimé Incassable. Sauf la fin, que j'ai trouvé assez navrante. Le twist était vraiment nul à chier. Mais Split, j'avoue que dans l'idée, c'était quand même assez sympa. Enfin, il y avait des idées qui étaient cool. Même si ça ressemble énormément au film Dédale, sorti en 2003. Et du coup? Bah... Du coup, c'est de la merde, en fait. Enfin, le scénario est navrant, les twists sont tous attendus. La scène de fin n'a aucun putain de sens. Enfin, il y a des gens, ils deviennent amis, tu sais pas pourquoi. C'est... allez, soyons amis, parce que comme ça, on peut essayer de lancer une suite. Non, c'est navrant. Et puis surtout... C'est con à dire, hein, mais quand il se passe rien, 2 heures, c'est très long. C'est vraiment très long. Enfin, en 2 heures, vous avez le temps de regarder 12 épisodes de Gumball. Et Gumball, c'est vachement bien. Clint Eastwood fait un nouveau film pour essayer de nous expliquer qu'il n'est pas raciste, il est juste vieux. Sauf que... Question, est-ce que tu penses que Clint Eastwood va un jour se rendre compte qu'en fait il est raciste et qu'il n'y a que lui qui est pas au courant? Voilà, en gros, l'histoire est... navrante. Enfin, je suis désolé, enfin, Clint Eastwood essaie de nous faire un film pour nous expliquer qu'il n'est pas vraiment raciste, c'est pas vraiment un mauvais père, et s'excuser des deux choses, sauf qu'en fait, il s'excuse pas, il se dédouane plus qu'autre chose, et je vais spoiler un peu le film, donc quand l'image revient en couleur, c'est que j'ai arrêté de spoiler, mais voici 2 exemples pour essayer d'argumenter un petit peu plus mon point de vue. Déjà, il y a une scène où le personnage s'arrête pour aider une famille noire à changer un pneu, et à la fin, il leur dit qu'il est content d'avoir aidé des nègres. Yes! Le mec il sort ça comme ça, cash. Et après en fait il essaie de se dédouaner en disant ben non mais en fait je le pense pas mal, vous comprenez, je suis vieux et dans ma tête c'est pas péjoratif. Mais en fait le terme est péjoratif depuis le 19e siècle. Donc à moins d'avoir 300 ans, le fait d'être vieux c'est pas une excuse de ouf. Deuxième exemple, le film parle de Clint Eastwood, hein, qui est un vieux blanc américain qui se retrouve à... aider le cartel mexicain, en gros, à transporter de la drogue. Sauf que le cartel mexicain passe pour des bouffons pendant tout le film. Au bout d'un moment, il y a un mec qui est remplacé par un autre mec qui était en dessous de lui dans le cartel mexicain, et le mec fait tout dans la précipitation, il tue des gens sans grande raison, il veut s'en prendre à Clint Eastwood alors que le mec n'a jamais fait aucune erreur, mais heureusement, le vieux blanc américain est là pour apprendre au cartel mexicain comment faire bien les choses. Et du coup, bah, c'est pas raciste parce qu'il est ami avec eux. Alors oui, il passe pour des bouffons, mais du coup, c'est pas raciste.
Enfin voilà, c'est ce que je pense du film La Mule. Ça reste toujours moins navrant qu'American Sniper et toujours moins raciste qu'American Sniper, mais ça reste super maladroit et je pense vraiment que Clint Eastwood, soit un jour il comprend qu'il est raciste et que oui, ça a été un mauvais père, et il arrête de nous faire chier à parler de ce sujet-là, soit il arrête le cinéma en fait. Ok, alors t'as un mec à tuer, comment tu fais? Facile, je commence par le séduire. D'accord. Ensuite, je fais en sorte qu'on soit seuls tous les deux. Ouais. Donc pendant ce temps-là, histoire de pas être accusé, moi j'ai un autre pote qui lui a un sniper, histoire de le viser de loin, pour le tuer. Jusque-là, je te suis. Ensuite, comme je risque d'être devant le viseur, faut que tu bouges, pour plus être devant. Non, je le suce. Quoi? Non mais comme ça, en fait, il baisse les yeux, donc il voit pas la balle arriver. Et surtout qu'il sera de dos. Ouais, c'est une balle, ça va super vite. Mais ok, d'accord, donc tu te penches et... Non, je le suce, comme ça il s'y attend pas. Non mais c'est une balle, enfin t'es pas obligé de vraiment le... Je le suce. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon, j'ai compris. Cette conversation est gênante, et pourtant c'est le début du film, et c'est d'autant plus gênant en visuel. Parce que c'est vraiment le plan des méchants, hein. Et puis c'est pas un plan unique, parce que ça manque de se reproduire plus tard dans le film. Et... je comprends que voilà le sexe ça fait vendre, ah voilà on voit des trucs un peu sexuels, on est émoustillé en voyant un film, mais là on en arrive à un point où c'est tellement gratuit que je sais pas, passe un porno au début de ton film, on est au même point quoi. Enfin limite ce sera plus intéressant parce qu'on verra vraiment quelque chose en plus. Non mais honnêtement, t'en attendais quelque chose de ce film? Bah je sais pas, enfin... Et j'ai vu Mads Mikkelsen, j'ai vu Vanessa Hudgens, qui est une actrice que j'aime beaucoup, même si j'avoue que sa carrière est un petit peu navrante. Et surtout, j'ai vu une ambiance un petit peu à la Tekken premier du nom, et je me suis dit, bah voilà, c'est un film Netflix, je mange devant, je regarde ça, je me prends pas la tête, et puis pourquoi pas? Mais même pas, enfin vraiment, c'est chiant. Enfin, même les moments de baston, on s'emmerde. Le seul moment qui est vite fait intéressant, l'espèce de climax, le moment de baston, la scène de fin, et ben elle est dans la bande-annonce. Donc non, vraiment, c'est long, on s'emmerde. Et des films dans ce genre-là, il y en a plein, donc vous vous sentez pas obligé de regarder celui-là, quoi. Le film est juste pas fait pour moi, je pense. J'ai vu trop de films du genre ces dernières années, j'ai vu énormément de blockbusters. Et là, du coup, en fait, je ressens rien. L'histoire, je la devine en 10 minutes, alors que j'avais pas lu l'œuvre de base. Visuellement, c'est magnifique, mais ça réinvente pas la roue. L'histoire d'amour me tape sur le système. Le méchant, je le trouve navrant. Et voilà, en fait, j'ai rien de particulièrement méchant à dire sur le film, mais surtout, en fait, j'ai rien de bon à en retirer. Le premier volet était excellent. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a tout qui marche. Alors, c'est quand même un blockbuster produit par Lego et qui a pour message « Laissez parler votre imagination. Ne vous fiez pas au marketing. Arrêtez de faire tout le temps la même chose. Laissez parler votre créativité. » Enfin, vraiment, de beaux messages. À côté de ça, accompagné par un visuel qui est hallucinant, qui était une véritable claque. L'humour marchait très bien. Les références étaient là où il faut. C'était pas trop... Et là, dans le 2, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est formaté sur les tendances actuelles, il n'y a plus rien d'innovant, l'humour est lourd, les références sont forcées, on voit que même le casting se fait chier. Enfin, je veux dire, Will Ferrell revient uniquement en vocal, parce que clairement, ça le faisait chier de revenir, et je comprends. Non, vraiment, c'était décevant, et des fois, il faut savoir s'arrêter au premier, quoi. Je pense pouvoir dire que je suis un grand fan de la licence Pokémon. J'y joue depuis 1999, c'était la toute première version, la rouge. Et c'est un univers en fait qui me parle beaucoup. Je trouve ça très intéressant. J'ai toujours envie de replonger dedans. Mais c'est aussi un univers que j'aime autant que je déteste. J'ai été très déçu par les derniers jeux, notamment parce qu'il y a une espèce de régression constante. Dès qu'il y a une bonne idée, dans la version d'après, ça y est plus. Et tout ça pour dire que pendant le film, j'ai eu un petit peu le même ressenti. J'ai adoré la première heure, je trouve qu'elle marche très bien, on sent que les mecs connaissent le sujet, la scène avec Monsieur Mime est mémorable, c'est très très drôle. Alors ça manque un petit peu de Pokémon dans la campagne, j'ai trouvé que c'était un petit peu vide, mais à côté de ça, je trouvais qu'on avait un film qui était à la fois enfantin, sans être trop débile, et on pouvait le regarder en étant adulte. Je trouve que l'enquête est rigolote, enfin voilà, on suit un petit peu le truc, c'est rigolo, Pikachu il est marrant,
On suit les aventures de ces personnages-là dans un univers qui fonctionne un peu, où les Pokémon sont ce qu'on a envie de voir, en fait, même si j'avoue que le fait qu'on critique les combats Pokémon m'a un petit peu sorti du film, parce que c'est un petit peu l'essence même des jeux Pokémon, et là, dire que c'est quelque chose de mal, je trouve que ça sort un petit peu de l'univers. Mais c'est surtout la deuxième partie du film, en fait, qui m'a beaucoup dérangé, parce que on passe de ce truc-là, qui est un univers très référencé, qui a compris l'univers du jeu de manière générale, à quelque chose qui a rien à voir, à quelque chose qui est juste un blockbuster, ça explose de partout, il y a des montagnes qui se retournent, hop, ça crie, est-ce qu'il va mourir? Non, il va pas mourir, le méchant c'est qui? Bah le méchant c'est le méchant parce qu'il est méchant, et puis en fait il fait des trucs de méchant, et puis voilà, mais heureusement il est un peu bête, donc les gentils peuvent gagner à la fin, et ça en devient vraiment débile, ça en devient un film sans saveur, ça en devient un blockbuster comme tous les autres, si bien que au final j'avais l'impression d'avoir vu deux films différents, un film qui avait été fait par quelqu'un qui avait aimé jouer au jeu, et un film qui avait été fait par quelqu'un qui avait envie de faire un blockbuster pour que ça marche, et qu'ils ont mélangé les deux, et en fait ça marche pas. Bill Murray, Adam Driver, deux super bons acteurs, un duo au top. Oui. Après, le film... bof. J'aurais pu se dire... nul à chier. Vraiment, ce film, mais c'était un calvaire. Je veux dire, il y a une pause entre chaque dialogue. C'est mou, c'est affreux. C'est vraiment un moment atroce. Et puis, c'est quoi cette fin? Enfin, avant de revenir sur la fin, même le montage... Le montage, on dirait le pré-montage d'un mauvais monteur, où limite on entend encore les couper après chaque dialogue. C'est aberrant. Et vraiment, je suis désolé, il faut que je revienne sur la fin. Donc, vous avez compris le principe, quand ça repasse en couleur, c'est que j'ai arrêté de spoiler. Mais c'est quoi cette espèce de twist là avec... En fait, Adam Driver, il avait lu le scénario. Bah ok, en soi, pourquoi pas, l'idée est rigolote, mais tu peux pas juste laisser ça comme ça, faut jouer avec. Enfin, si Adam Driver a lu le scénario, et ben je sais pas, soit ils essayent de changer la fin parce qu'ils ont pas envie de mourir, et on voit que le scénario se réécrit en direct, et puis qu'à chaque fois il meurt, ou alors, je sais pas, mettez l'équipe de production qui vient et qui les force à suivre le scénario à la lettre. Enfin, je sais pas, faites quelque chose, vous pouvez pas juste laisser ça comme ça, sachant que ça fait un petit peu blague de fin, alors qu'à aucun moment le film n'est drôle avant ça, ou alors peut-être qu'il était censé l'être et que j'ai pas compris. Et puis, c'est quoi cette espèce de moralité à la fin où on nous dit « Oui, mais en fait, c'était pour critiquer cette société de violence du jeu vidéo, machin et tout ». Mais à aucun moment t'as des persos qui jouent à des jeux vidéo ou qui disent jouer à des jeux vidéo. Donc pourquoi c'est ça la moralité alors que tu parles pas de ce sujet? Enfin bref, typiquement c'est le genre de film qui est écrit par un mec qui a envie de parler d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et enfin je veux dire c'est encore pire que mon film Repérage. Et encore, dans mon film j'avais la décence d'avoir fait un truc qui dure 8 minutes, pas 1h43. Eh, là t'es dur. Je suis pas fan de John Wick 1. J'ai pas aimé le 2. Mais si t'as pas aimé les deux autres, quel est l'intérêt d'aller voir le 3? Bah parce que... on m'a dit que c'était le meilleur, on m'a dit que les combats étaient vraiment oufissimes, j'ai une amie qui voulait le voir au ciné, et j'avoue je me suis laissé tenter, j'avais envie d'avoir un petit peu de spectacle, j'avais envie de voir de la baston, et je suis allé le voir au cinéma. Bah c'est vrai que les combats sont ouf, mais au bout de 10 minutes ça me fait chier en fait. Et donc là, 2h11 de combat, mais... non, vraiment, c'est trop. Et puis en plus, le scénario, je l'ai trouvé navrant, mais surtout ce qui m'a dérangé encore plus, c'est cette espèce d'entre-deux. D'un côté, il y a un moment où John Wick compte ses balles, les dialogues sont réalistes, les personnages ont des réactions qui paraissent sensées pour l'univers, les combats sont super bien foutus, les chorégraphies sont bien pensées. Et d'un autre côté, des fois, le scénario ne veut rien dire, les dialogues n'ont aucun sens, les méchants décident d'épargner John Wick parce que bits, hein, j'ai pas trop compris pourquoi, les combats deviennent un peu absurdes, le mec ne compte plus ses balles, il tire en manière rafale. Enfin, pour les combats, je me permets de donner deux exemples qui spoilent pas vraiment le film.
Le combat avec le chien est merveilleux. Enfin, vraiment, l'idée est super cool et tout. Mais au bout du 4e mec qui se fait bouffer par un chien, tirer sur les chiens. Enfin, je sais pas pourquoi ça leur passe pas par la tête. Et puis, dans le combat de fin, combien de fois John Wick doit passer à travers une vitre? Enfin, il y avait une réduction chez un vitrier ou je sais pas. Enfin, bam, je passe par une vitre. Ah, puis je me relève et puis bam, on me rebalance par une vitre. Et puis hop, une 3e. Et puis bam, une 4e. Puis une 5e. Et puis une 6e. Ouais, enfin, c'est lourd à force, quoi. Et puis, t'as des moments de combat où c'est beau une fois, mais encore une fois, la 5e fois, je me fais chier. Et vraiment, je suis désolé, et j'exagère peut-être un peu, et c'est vraiment un ressenti personnel, mais je pense que c'est vraiment l'une des pires expériences de cinéma de ma vie. Est-ce que c'est le fait qu'ils aient fait une bataille à moto comme dans The Villainess qui te fait chier? Au début, si, j'avoue que cette scène qui reprend le combat à moto de The Villainess m'a un peu fait chier, et surtout dans la salle, mais j'ai lu tout de suite après que, bah, en fait, ils le reconnaissaient. Ils disent clairement avoir fait un hommage à The Villainess avec cette scène à moto. Donc pourquoi pas, en fait, c'est un hommage, donc je vais pas leur reprocher. Et puis surtout, je trouve que la scène de The Villainess est vachement plus mémorable, donc en soi, je m'en fous, parce que ça reste mieux dans l'autre film. Mais il y a un autre truc dans The Villainess que j'ai trouvé qui était en plus, c'est que bah, les scènes de baston sont quand même vraiment merveilleuses, mais ils ont fait un truc qui est assez ouf, dont j'aimerais vous parler, c'est entre les scènes de combat, je vous promets, c'est un truc, c'est assez dingue, entre les scènes de combat, il y a un scénario. Et si Superman avait été méchant? L'idée est ultra cool. Voilà, c'est tout. Allez le voir. Non, vraiment, il n'y a rien de plus. Bah, déjà, pour moi, la grosse erreur du film, c'est que c'est tourné un petit peu comme un film de possession, là où, pour que ça marche, selon moi, ça aurait dû être tourné comme un film de super-héros, tout simplement. Si bien qu'arrivé à la fin du film, on se demande limite pourquoi ils n'ont pas appelé un exorciste pour les aider, parce que, hormis le fait qu'il y ait une météorite, c'est vraiment un film de possession. Et puis il y a d'autres choses que je comprends pas. Enfin, déjà, les personnages sont débiles, hein, du début à la fin. Enfin, ils ont des réactions complètement cons. On se retrouve encore dans le cas classique avec, bah, comme il est adopté, le papa l'aime pas vraiment. Ils se parlent pas. Enfin, les personnages ne se parlent jamais. Et quand ils se parlent, c'est toujours au dernier moment et ils meurent après. Enfin, c'est navrant. Et puis il y a d'autres choses en termes de réalisation que j'ai pas compris. Le film au début montre tous les passages un peu gore, un peu ou qui demandent de l'AFX en hors champ. Et puis au milieu du film, tu sais pas trop pourquoi, d'un coup, le film devient ultra gore visuellement. Il y a plein d'effets spéciaux et enfin, pourquoi pas avoir fait ça pendant tout le film? Pourquoi nous cacher le fait qu'il mange une fourchette et que ce soit visible pour ensuite nous mettre des voitures qui volent? Enfin, je comprends pas la direction artistique de ce film, je comprends pas l'idée du développement du scénario, et j'ai l'impression d'être vraiment dans cette vague de films qu'il y a en ce moment, où bah, y a une idée, mais ça va pas plus loin. Je sais pas ce que j'ai vu. En fait, vraiment, j'aurais pas été une avant-première, je pense que j'aurais quitté la salle au bout de 20 minutes. La direction d'acteurs est atroce, alors que les acteurs sont pas mauvais hein, de base. J'ai pu les voir ailleurs, ils sont pas nuls, mais là, c'est un calvaire du début à la fin. Il n'y a pas un dialogue qui soit crédible. Alors déjà, il faut savoir que, selon moi, il y a un peu deux types de dialogues au cinéma. Il y a les dialogues réalistes qu'on pourrait avoir un peu dans la vraie vie, avec des fois des hésitations, comme je peux en avoir là tout de suite maintenant, avec des mots assez simples, et c'est le genre de conversation qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Et d'un autre côté, il y a les dialogues un peu plus théâtrales, avec des intonations bien particulières, des mots un peu plus complexes, aucune hésitation, une articulation du tonnerre. Et bah, en fait, dans ce film, j'ai redécouvert une troisième catégorie que j'avais un petit peu oubliée, c'est les dialogues enfants. C'est ce genre de dialogue faussement épique, où ils sont un peu persuadés d'avoir écrit les dialogues de la décennie, sauf qu'en fait c'est nul, pas à un seul moment tu y crois, enfin tu te demandes ce qui se passe, des fois il y a des intonations en mode genre « Ouah, je suis énervé !»
Mais le mec est pas énervé. Il y a des moments où on lui dit un truc et bam, il s'énerve d'un coup. Ou alors il est pas énervé alors qu'il devrait. Enfin vraiment, je ne comprends pas la direction d'acteur de ce film. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Je ne comprends pas ce qui est censé nous faire ressentir les dialogues. C'est un très mauvais moment. Et à côté de ça, je trouve qu'il n'y a rien qui marche. La fin est pas ouf. Je vois pas ce que le film essaye vraiment de raconter. Oui, enfin, pour faire court, il n'y a rien à sauver. Bah, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, s'il y a des choses à sauver, l'idée est loin d'être bête. En fait, c'est différentes histoires racontées avec différents points de vue différents. Bam, point de vue numéro 1, point de vue numéro 2, point de vue numéro 3. Et à la fin du film, tout ça s'imbrique et on comprend avec un dernier point de vue, bah en fait, qu'est-ce qui lie toutes ces histoires entre elles et quel est le fin mot de l'histoire. Le problème, c'est que, encore une fois, on se retrouve dans cette idée d'un film qui a une idée qui est cool, mais c'est tout, on se fait chier. C'est un petit peu comme pas mal des courts-métrages ou des films Nikon qui sortent où l'idée est très bien, mais il n'y a que ça, et puis c'est souvent en plus, dans le cas des films Nikon, accompagné d'une technique qui est vraiment pas ouf. Mais autant pour un film Nikon qui dure 3 minutes, ça passe, autant là, le film dure 1h57, et 1h57 où il n'y a que la fin qui est un peu vite fait intéressante, qui peut être vite fait rigolote. Bah si pendant 2 heures on s'est fait chier, si pendant 2 heures tous les dialogues sont navrants, si pendant 2 heures il faut se tenir à sa chaise, mais de manière véridique, genre non, ne pars pas, regarde jusqu'à la fin, si c'est ça pendant 2 heures, bah c'est pas possible quoi. Enfin vraiment, c'est affreux. Encore une fois, j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première, ce qui a permis d'avoir les retours directs de la réalisatrice, qui a pu nous expliquer pas mal de choses, si bien que pas mal de choses qui m'ont pas plu pendant le film étaient voulues par la réalisatrice. C'est-à-dire qu'il y a des choix artistiques que vraiment je comprends pas, mais qui viennent en fait clairement de l'idée de la réalisatrice, c'est ce qu'elle voulait faire, et j'admire, et ce sans ironie, le fait qu'elle soit allée jusqu'au bout de son délire, qu'elle a fait vraiment tout ce qui lui passait par la tête et qu'elle ait pu raconter véritablement l'histoire comme elle le voulait, quitte à mettre des transitions cœur. Waouh! Alors, oui, clairement, ça n'avait jamais été fait avant et il y avait peut-être une raison à ça, mais pourquoi pas, au moins elle est allée au bout de son délire. Mais c'est nul. Je dirais pas que c'est nul, parce qu'à mon goût, c'est de la grosse merde. Ah! Bah oui, je suis désolé, mais Hitler a réussi à peindre son chien, c'est pas pour autant que j'irai acheter sa peinture. Et c'est un point Godwin. Félicitations. Merci. Non, vraiment, je suis méchant avec le film, mais ça m'a vraiment pas plu. Ça m'a fait autant mal aux yeux qu'aux oreilles. La réalisation, je la trouve atroce. Le montage, je le trouve affreux. Pour revenir à la réalisation, il y a des moments où il y a des espèces de zoom mal faits, qui sont même pas fluides, qui font un peu sitcom, c'est pas bon, mais il y a surtout 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est qu'il y a un des acteurs, enfant, qui n'est pas acteur. C'est-à-dire que la réalisatrice avait vraiment une vision très particulière de ce qu'elle recherchait, et elle a trouvé un jeune garçon qui est comme ça dans la vraie vie. Sauf qu'en fait, acteur, c'est un métier et c'est pas un métier pour rien. Et ça, j'aimerais bien qu'un jour, les gens le comprennent. Parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de films qui se disent « Tiens, j'ai envie de parler des boulangers, donc je vais prendre un acteur qui est pas acteur, mais qui est vraiment boulanger. Tiens, j'ai envie de parler de l'immigration, donc je vais prendre un véritable immigré, et puis je vais faire un film sur lui. Ah tiens, j'ai envie de parler d'un film qui parle des enfants qui sortent de prison, donc je vais prendre un enfant qui sort de prison, et puis je vais le mettre dedans. » Le problème, c'est que quand on se retrouve face à un acteur médiocre, forcément, en tant que public, on a envie de se foutre de sa gueule. Sauf que là, on se fout pas de la gueule d'un acteur qui joue mal, on se fout de la gueule d'une véritable personne, et ça me dérange. La deuxième chose, c'est l'héroïne du film, en fait, qui est une véritable connasse. Et vraiment, j'avais envie de lui foutre des tartes, mais pendant tout le film. Et je dis pas ça parce qu'elle est grosse, et si je suis en train de dire ça, c'est pas parce que je déteste les gros, machin et tout, c'est que le film... C'est ça en fait le sujet, c'est une jeune fille qui est grosse et qui le vit assez mal, les gens se moquent d'elle et petit à petit on va voir comment elle arrive à passer outre les insultes, outre les moqueries et à faire sa vie. Le problème c'est que vraiment je n'ai pas d'empathie pour ce personnage est une connasse, mais vraiment une
connasse. Non mais en même temps, tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Genre, j'ai pas été gros, j'ai pas connu la moquerie, donc je peux pas savoir ce que ça fait. Ok. Et c'est moi, Papy Roger, et hélas, je viens avec une mauvaise nouvelle. Cette émission de chanson. Voilà, non, je t'assure que c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Hein. Vraiment, c'est quelque chose, c'est quasiment du vécu. On avait dit qu'on en parlait plus. Mais là, vraiment, le personnage, je peux pas, quoi. Et je vais spoiler le film, donc vous comprenez, hein, c'est comme d'habitude, quand l'image revient en couleur, c'est que j'aurai arrêté de spoiler. Mais voilà pourquoi, selon moi, le message du film est très maladroit. À un moment, l'héroïne principale du film va avoir une discussion avec sa meilleure amie qui va lui dire qu'en fait, elle est amoureuse d'elle, et donc, logiquement, elle va l'envoyer chier comme une grosse salope, mais vraiment bien vénère, quoi. Elle va vraiment être méchante avec elle. Si bien que les deux ne sont plus amis, mais heureusement elle se réconcilie à la fin parce que l'héroïne se rappelle qu'en fait c'est sa seule pote et donc peut-être qu'il faudrait qu'elle aille s'excuser un jour. Et encore elle s'excuse vite fait, hein, c'est pas les grosses excuses non plus. Et tout ça nous amène en fait à la scène de fin du film où l'héroïne a envie de se venger du garçon qui lui a brisé le cœur. Et pour ça en fait elle va proposer à sa meilleure amie de l'embrasser en public, afin de détourner l'attention du concert du dit garçon, parce que voilà, ce sera deux filles qui s'embrassent, parce que bon, le film se passe dans le passé, donc ça surprenait encore visiblement des gens, deux filles vont s'embrasser, donc ça va détourner l'attention et tout ça. Vous imaginez le traumatisme pour sa pote d'être obligé de faire son coming out en public, de manière entre guillemets forcée, parce que bon, elle a pas envie de décevoir son ami, elle a envie de l'aider, donc oui, elle va faire la chose. Et puis surtout, d'embrasser la personne dont vous êtes amoureuse, sachant qu'elle vous a dit clairement juste avant ça qu'elle allait le faire sans rien ressentir pour vous, c'est horrible. Et c'est la moralité du film. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait sur ce film. Je comprends en fait l'idée qu'il y a derrière. Je comprends que la réalisatrice a envie de parler de ça parce que c'est un traumatisme et qu'elle avait envie de s'exprimer sur le sujet. Mais c'est ultra maladroit et vraiment, je sais pas ce qui est le plus déplacé entre mon point Godwin d'il y a 2 minutes et l'écriture de ce film. Je vous ai parlé de mes tops, je vous ai parlé de mes flops, maintenant j'ai envie de vous parler d'autres films également que j'ai vus cette année, soit parce qu'il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, soit parce que c'est des films que j'ai vus et je sais qu'on va me demander pourquoi j'en ai pas parlé, et du coup j'en parle vite fait. Donc voilà, voici mes mentions spéciales. Le film est apparemment très bon, mais j'avoue que c'est pas pour moi. En fait, c'est un sujet que je maîtrise pas assez. Tout ce qui est politique, il faudrait vraiment que je me penche un jour dessus pour vraiment comprendre le sujet. Mais là, ça parle vraiment à des gens qui débarquent pas dans le milieu, en fait, qui connaissent un minimum. Et comme c'est pas mon cas, j'avoue que je me suis vite fait chier, j'ai très vite décroché. Et voilà, en fait, le film est pas fait pour moi, mais apparemment, de ce que j'en ai entendu dire, si la politique c'est votre truc et c'est un sujet que vous maîtrisez, apparemment le film est très bien. Le film est ce qu'il est. Il est vraiment pas fou, l'histoire est pas merveilleuse, seuls les acteurs secondaires sont bons, mais à côté de ça, il y a quelques idées de mise en scène que je salue malgré tout, qui sont vraiment bien trouvées. Notamment, vous avez un passage où ils sont dans une pièce, il faut qu'ils arrivent à trouver comment en sortir, hein, c'est le principe du film, et la pièce est à l'envers, c'est-à-dire que le plafond est au sol et le sol est au plafond. Et en fait, la scène va être construite de telle sorte que selon la manière dont les personnages sont en train de réfléchir, la caméra va être à l'endroit ou à l'envers. Et voilà, c'est une des idées du film, il y en a d'autres comme ça, et je trouve que, même si le film est pas bon, on sent qu'il y a une idée derrière, on sent qu'il y a eu un peu de réflexion, et c'est un film, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez envie de regarder un truc limite un peu nanar, je peux le recommander. Alors c'est clairement un film pour les fans, mais qui n'est pas complètement débile non plus. Je trouve que la première partie qui se centre sur le syndrome post-traumatique des personnages est vraiment bien écrite, et puis après, le combat de fin, il est ce qu'il est, c'est vraiment du spectacle pour du spectacle, c'est de la référence en voiture en voilà.
Voilà, c'est du fan service, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Je reste cependant beaucoup plus fan de Infinity War, que pour le coup, j'avais vraiment apprécié et ça m'avait surpris. Mais voilà, c'est pas un film qui m'a transcendé non plus. Remake de Chucky avec une poupée vraiment moche, et puis surtout, pourquoi faire un remake de Chucky? On ne sait pas. Et pourtant, il y a une idée dans ce film qui est vraiment géniale. C'est-à-dire que c'est pas un remake en mode « Ah vas-y, je refais la même histoire avec les effets spéciaux de nos jours ». Non, l'histoire change sur un élément que je trouve vraiment intéressant, c'est que la poupée n'est plus possédée. Cette fois-ci, en gros, c'est des poupées qui vont être un petit peu connectées à votre maison avec Google Home ou quelque chose qui y ressemble. Et en fait, c'est juste une poupée à qui on a enlevé, entre guillemets, le filtre parental ou le filtre de raison, ou je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, si bien que la poupée va être avec des enfants et va se baser sur ce qu'elle voit. Et comme elle voit des enfants qui regardent des films d'horreur et rigolent, ou alors des enfants qui vont dire qu'ils aimeraient que leur voisin meure, etc., en fait, la poupée va se baser sur ça et va devenir méchante de ce qu'elle aura appris, en fait, en apprenant en fait de son propriétaire qui est un enfant. Et je trouve que l'idée est vraiment bien. Le problème c'est qu'à côté de ça, le scénario est vraiment pas ouf, il y a pas mal d'incohérences, et notamment toute la fin est un petit peu ridicule, mais je salue cette idée qu'il y a dans ce remake d'avoir changé un peu l'histoire, et c'était vraiment pas une idée à la con. Oui, la réalisation est incroyable, le jeu d'acteur est mémorable, le sujet est intéressant, mais j'en ferai pas un film de l'année, je suis désolé, enfin moi je l'ai pas vécu comme une véritable claque ce film. Je trouve encore une fois que le sujet est intéressant, mais à côté de ça, je trouve que toutes les références à Batman m'ont un peu sorti du truc. Au final, je trouve que le film souffre limite un petit peu d'être basé sur le Joker. Enfin, le fait de voir Minnie Bruce qui parle pas, j'ai trouvé que ça servait à rien. Je trouve que la scène avec le collier est de trop. Je trouve que le personnage en prend trop plein la gueule pour avoir de l'empathie pour lui, si bien qu'en fait, on a l'impression que tout le film se passe sur une semaine et le mec se prend tout dans la gueule en même temps. Et en fait, j'y crois pas. Je trouve que le monde est trop méchant avec ce personnage pour que je puisse me dire « Ok, je comprends le message du film. » On est trop dans un univers, effectivement, super-héros pour que le message passe, pour moi, du moins. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais je pense pas que c'est un film que je garderai en mémoire pendant des années. Suite clairement pas nécessaire à la série Breaking Bad, c'est pas pour autant un mauvais moment. Et surtout, je trouve que le film arrive à faire quelque chose qui est bien, c'est qu'à aucun moment il n'a la prétention de rajouter une autre grosse intrigue. On ne fait que suivre le personnage de Jesse sur les quelques jours qui suivent la série, et voilà, on va pas nous remettre un nouveau gros méchant, on va pas relancer une grosse intrigue, c'est juste, on suit comment il essaye de fuir à la situation dans laquelle on l'a laissé. Et puis voilà, c'est un film, si vous voulez le voir, voyez-le, si vous voulez pas le voir, ne le voyez pas, mais à aucun moment, en revoyant la série, on va se dire, tiens, il me manque quelque chose. Et à côté de ça, la réalisation est toujours aussi bonne, le jeu d'acteur est toujours aussi bon, le montage est toujours parfait. Même si j'avoue qu'il y a certains passages, surtout les flashbacks, qui sont un peu longs, et d'autres passages qui, à l'inverse, sont un petit peu trop courts selon moi. Mais voilà, c'est clairement pas un mauvais moment. Alors, en fait, comme pour Vice, je pense que juste le film est pas fait pour moi. Déjà, j'avoue, les films de gangsters, ça me transcende pas. J'ai l'impression que quand t'as vu un film de gangster, et je dis bien, j'ai l'impression, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression que quand t'as vu un film de gangster, t'arrives pas à être surpris devant un autre film de gangster. C'est un petit peu toujours la même moralité, c'est un peu toujours la même construction, les mêmes personnages. En plus, là, c'est un petit peu un film hommage, dans le sens où il y a plein d'acteurs qui viennent reprendre le rôle qu'ils avaient déjà eu avant. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Enfin, vraiment, je me fais chier. Je trouve le film trop long. Enfin, c'est pas mon univers, quoi. Apparemment, si on est fan de films de gangsters, le film est très bien.
Et tout le monde m'a dit que la fin était quand même un peu plus surprenante que beaucoup d'autres films de gangsters, enfin que ça essayait de raconter un petit peu autre chose, car oui, j'ai même pas réussi à finir le film, mais peut-être, mais c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est tout pour ce qui est de mon top flop de l'année 2019. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle n'aura pas été trop chiante, et j'espère qu'elle n'aura pas été gratuite, dans le sens où j'espère qu'elle aura pu apporter quelque chose. Alors, quand c'est des films que j'aime bien, bon voilà, je vous explique un peu pourquoi j'aime bien, et c'est vrai que c'est un peu moins vivant, parce que tout de suite quand on critique, on rigole un peu plus, il y a des blagues et ce genre de choses. Et à l'inverse, j'espère que sur les films que j'ai critiqués, ça n'a pas été gratuit, parce que mon but n'est pas uniquement d'être méchant, ça l'est un petit peu, parce que c'est un peu plus drôle, mais c'est vraiment aussi de vous expliquer pourquoi selon moi c'est pas bon. Et notamment le film de Jeune Juliette, sur lequel j'ai particulièrement insisté. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mon but c'est pas d'être méchant, et quand je vous dis que j'admire ce qu'a fait la réalisatrice, même si j'ai détesté son film, je le pense sincèrement. Mais voilà, il y a des films selon moi qui sont pas bons, et j'espère que j'ai réussi à vous expliquer pourquoi sans que ce soit gratuit pour autant. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, bah, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas trop comment je vais sortir les vidéos, je vais sortir une vidéo des top flops de l'année 2019 en ce qui concerne les séries. N'hésitez pas à aller la regarder, et puis surtout si vous voulez débattre, n'hésitez pas à me parler en commentaire, et puis même, pourquoi pas, un de ces quatre, faire un live où on revient sur également aussi les films que vous avez aimés vous, et où on reparle sans être concis, en prenant notre temps de tous les films que j'ai pu aborder là, avec un peu plus de débat. Sur ce, je vous dis salutations.